Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui nous a été pas mal demandée sur la procédure internationale pour entrer à Sciences Po. Donc Laura, ici présente, salut Laura, salut, est passée par la procédure internationale, donc elle va répondre à toutes mes questions et à toutes vos questions en fait, pour pouvoir vous aider. Donc écoute Laura, est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est la principale différence entre la procédure internationale et la procédure classique ? La principale différence, c'est que par la procédure internationale, du coup, vous n'avez pas de concours. Donc c'est exclusivement sur dossier, qui est un dossier un peu plus conséquent que le dossier de la procédure classique. Mais voilà, c'est la principale différence. Sinon, il y a aussi un entretien après. Donc la sélection se fait exclusivement sur dossier. Voilà, donc ça va être vraiment la principale chose sur laquelle vous allez devoir travailler. Est-ce que tu peux nous dire de quoi se compose ce dossier ? Alors ce dossier se compose d'une lettre de motivation qui, il me semble, est plus longue que dans la procédure classique, d'un CV détaillé, d'une lettre de recommandation, je pense. En tout cas, c'était le cas à l'époque, mais ça a peut-être changé. Se compose de tes résultats de terminale que tu as en ta possession à ce moment-là et des résultats de l'année d'avant, de première. Ouais. Voilà, et de résultats de tests de langue. Ok, voilà. On vous demande les tests de langue, ok. Ouais. Donc si jamais je fais la différence avec la procédure classique, nous on n'avait pas de CV à donner. D'accord. On avait une lettre de motivation qui faisait 1000 mots, pas un de plus. Ouais. Moi je pense que nous c'était plutôt... Et on avait les classes de seconde aussi à donner. D'accord. On avait les bulletins seconde, première, terminale, enfin du premier trimestre du coup de terminale, et les résultats des épreuves anticipées du bac. Donc, ouais, vous, nous en fait, comme la plupart des gens qui passent par la procédure internationale, ils ne sont pas dans le système français. On n'a pas passé d'épreuves anticipées du bac. Ouais. Du coup c'est bien pour faire le point sur qui peut postuler par la procédure internationale. Est-ce que tu es un peu au courant, parce que je sais qu'il y a les lycées français à l'étranger. Les lycées français à l'étranger, en fait toute personne n'ayant pas la résidence primaire en France. À l'exception de ceux qui sont en France et qui passent le bac allemand. Enfin, si jamais vous pouvez obtenir un autre bac que le bac français, vous êtes éligible à la procédure internationale. Et je sais que c'est le cas pour tous les bacs allemands, donc le bac Abi-Bac, qui diplôme du bac allemand. Je crois que ceux qui sont juste en classe européenne, entre guillemets, anglaise ou espagnole, ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas si pour ceux qui sont en OIB, je pense que si jamais vous pouvez être diplômé vraiment de l'OIB anglais ou américain, vous avez la possibilité aussi de passer plutôt par la procédure internationale. Je pense que le critère principal, c'est de ne pas avoir de bac français en fait. Ouais, voilà. C'est le critère principal. Donc voilà, si vous êtes résident à l'étranger, ça s'applique forcément à vous. Et même résident en France, il y a des exceptions. Voilà, ou même donc Laura qui était résidente en Belgique, vous pouvez passer par cette procédure. Toi, est-ce que tu peux nous dire peut-être les principales erreurs à éviter, et après on fera les principaux conseils que tu donnes pour les personnes qui passent par cette procédure? Alors, de mon expérience, je pense qu'on a tendance à se dire que comme le dossier est certes conséquent mais pas non plus énorme, que ça passera forcément et que hop, on mettra la totale sur l'oral. Finalement, j'ai eu pas mal d'amis qui ont été refusés sur dossier quand elles ont postulé. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger le dossier, c'est une partie importante. Ne pas négliger la lettre de motivation, que la lettre de motivation soit cohérente. Et voilà, et ne pas se dire qu'on misera tout sur l'oral. Ouais, faut pas sous-estimer l'intérêt du dossier. Ouais, exactement. Dans tous les cas, je pense que déjà les conseils pour la lettre de motivation s'appliquent au même titre que celle de la procédure classique. On avait fait un article dessus, donc que je vous mettrai dans la barre de description, sur comment vraiment structurer votre lettre. Mais c'est vrai que de toute façon, la lettre, vraiment ce qu'il faut montrer, c'est en quoi Sciences Po va vous apporter quelque chose, et vous, ce que vous allez apporter à Sciences Po. Pour moi, il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait un peu ces deux principaux aspects. Peut-être tu rajouterais moi, je rajouterais quand même quelque chose, et ça m'a mis un peu de temps de m'en rendre compte, mais dans une lettre de motivation qui est de la cohérence en fait. Parce que j'ai aidé mon petit frère beaucoup avec ses lettres de motivation pendant ses vacances, et je me rends compte que ce qui manque, peut-être quand on est un peu plus jeune, c'est la cohérence du projet, et ça donne un fil directeur à la lettre qui pour moi fait qu'une lettre est solide ou pas. Je suis totalement d'accord. Quand on la lit, on a l'impression qu'il y a un flow. Et que c'est pas du bullshit entre guillemets. En fait, ça l'est un petit peu. Ça l'est toujours un peu, mais il faut que ce soit bien ficelé. En mode, c'est un peu voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie. Du coup, voilà ce que j'aimerais faire à Sciences Po, et du coup, voilà plus tard ce que Sciences Po m'apportera. Genre, en fait, du coup, comme ça, la personne qui la lit se dit, en fait, grave, j'ai envie d'avoir cette personne, elle a un projet solide, cohérent, elle peut apporter quelque chose à l'école, voilà, on peut lui donner une chance pour l'oral. Clairement.
Donc ça, ok, très bien. Le CV, du coup, est-ce que tu détaillais plutôt tes expériences professionnelles, associatives, Le problème, c'est sportives que le CV, à ce moment-là, bon, généralement, on n'a pas grand-chose à mettre dedans. Donc moi, je dirais mettre la totale sur les expériences un peu extra-curriculaires qu'on peut avoir, comme le sport, si vous avez fait des projets de volontariat, si vous avez déjà fait un stage, si vous avez participé à n'importe quoi dans votre école. Mettez-le et puis c'est toujours ça de prix. C'est ça, je sais qu'on peut souvent se dire moi j'ai rien fait ou j'ai rien fait d'incroyable. Vous inquiétez pas, c'est le cas de beaucoup de gens. Il faut juste savoir valoriser ce que vous avez fait, même si c'est un échange d'une semaine en Angleterre, même si c'est avoir aidé des enfants pendant le soutien scolaire ou dans l'associatif. Sachez le mettre en avant et le but c'est pas de mettre le plus, mais encore une fois, comme disait Laura, d'être le plus cohérent par rapport au reste de votre projet et de ce que vous avancez sur pourquoi vous avez votre place à Sciences Po. Ouais, clairement. Du coup, il y avait quoi d'autre ? Il y avait ça, il y avait vos notes. Bon, ça, dans tous les cas, les notes, il faut faire le maximum. Il faut faire le maximum. Moi, je pense quand même que Sciences Po regarde les notes, mais c'est pas non plus... Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce qu'avec ces notes-là, je peux me permettre de postuler ? Et je pense qu'il faut pas se censurer par rapport aux notes. Voilà. Il faut pas avoir honte des notes qu'on a. Il faut mettre en avant ses atouts, peut-être cacher un peu plus ses faiblesses. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte des notes qu'on a et qu'il ne faut en tout cas pas que ça limite dans le souhait de postuler à Sciences Po. Je suis d'accord. Et du coup, quand est-ce que vous avez les résultats d'admissibilité de votre dossier ou pas ? Alors en fait, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de date commune de résultats d'admissibilité. Il y a une période sur laquelle on peut postuler et on reçoit des vagues de réponses. Et après, une fois que les réponses arrivent, on propose des dates d'entretien. Il propose le site. Donc, parce que moi je sais que j'ai reçu mes résultats d'admissibilité très tard, j'ai passé mon entretien en mai, mais je parlais à une amie qui est passée par la procédure internationale il y a 1 heure, qui me disait qu'elle avait passé son entretien en février en fait. D'accord. Donc l'admissibilité arrive très tôt après, arrive dans des délais après qu'on a mis le dossier. Par contre, les réponses définitives de si on est accepté ou pas à Sciences Po, elles arrivent toutes en même temps en juin. D'accord. Voilà. Mais donc il y a une période un peu de 2-3 mois sur laquelle vous pouvez savoir si vous êtes admissible pour le reste. On ne doit pas attendre. C'est-à-dire que si vous envoyez votre dossier, que vous estimez qu'il est fini, que vous l'envoyez en février, vous allez recevoir assez rapidement une réponse d'admissibilité ou pas et des dates d'entretien qu'on vous proposera et sur laquelle vous pouvez décider de faire un entretien dans très longtemps ou bien de le faire directement après. Et il y a un peu de marge à ce niveau-là. D'accord. D'où l'importance aussi peut-être de se préparer à cet oral le plus tôt possible. Je pense. Si jamais l'entretien arrive en fait peu après les dates d'admissibilité. Donc comment toi est-ce que tu t'es préparé à l'oral ? Est-ce que déjà c'est un entretien plus de personnalité, plus de motivation ou plus d'actualité ou par rapport à Sciences Po C'est un entretien un petit peu particulier parce que donc on est face à 3 personnes différentes. Une personne qui est à Sciences Po, qui est prof à Sciences Po ou bien dans l'administration de Sciences Po. Et puis les 2 autres personnes, ça dépend du lieu où vous passez votre entretien, parce que ils font passer des entretiens dans différentes villes. Moi je l'ai passé en Belgique, donc j'avais des profs des universités belges, donc c'est généralement des profs, des gens du monde universitaire. Et l'entretien se déroule de la manière suivante, on vous donne un article de journal. Vous avez 10 minutes pour le synthétiser, pour l'expliquer, en fait pour faire un espèce de commentaire de texte de cet article, qui est un article d'actualité. Donc vous le résumez en anglais, donc c'est en anglais, important. Il faut le résumer, il faut l'analyser, 2-3 parties, dégager les points importants, dégager ce que vous en retenez. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut montrer l'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse et de synthèse. Et ensuite, après cette première phase, l'entretien en tout dure 20 minutes, les 10 dernières minutes sont consacrées plus à la personnalité. Ils reprennent la lettre de motivation et ils vont dans les détails. Vraiment, il faut la connaître par cœur et c'est là aussi que je dirais, l'erreur à ne pas faire, c'est de peut-être enjoliver trop les choses dans la lettre de motivation, parce que derrière, ils l'apprennent vraiment. Et moi je sais que je suis à moitié danoise, j'avais mis que j'étais danoise, et voilà, ils peuvent poser des questions comme il y a eu toute l'histoire du prophète Mohamed dans les journaux danois, qu'est-ce que vous en pensez ? Juste parce que j'étais danoise. Donc il faut être prêt à rebondir beaucoup sur les aspects personnels et sur ce qu'on a mis dans les motivations. C'est vrai. Voilà. Et ça, c'est vrai que même pour la procédure classique, ils vous attendent dans tout ce que vous avez cité dans la lettre de motivation, pas forcément en soi pour que vous ayez juste,
C'est-à-dire, je pense pas qu'ils attendaient de Laura qu'elle dise exactement voilà, ce qui s'était passé ou ce qu'elle en pensait dans les moindres détails, mais ils attendent que vous fassiez preuve d'une ouverture d'esprit, que vous soyez un minimum au courant et surtout que vous soyez capable de réagir face à la non-réponse ou face à l'ignorance. Peut-être jamais Laura n'avait pas vu passer ça, elle aurait pu dire c'est vrai que j'ai pas vu passer ça récemment, par contre j'ai vu que, et comme ça elle peut montrer qu'elle s'est quand même intéressée à la presse danoise, que c'est pas pour rien qu'elle est danoise, et qu'elle peut avancer des sujets là-dessus et qu'elle peut argumenter. Ouais. On attend toujours de l'argumenter en fait. Ouais, de toute façon, dans les entretiens, comme toujours, on a tendance à dire que si on a l'impression que ça s'est mal passé, c'est que ça s'est plutôt bien passé, parce que si on essaye de vous titiller et de vous pousser à bout, c'est qu'on essaie de voir en fait dans quelle mesure vous êtes capable de réagir et capable de rebondir sur des questions difficiles. Donc ne pas se laisser décourager aussi. Si on a l'impression qu'on n'arrive pas à répondre aux questions, ça serait peut-être mon conseil important. Surtout que je pense que si jamais on s'est laissé déstabiliser par la première partie qui est sur le commentaire de texte, dont tu vas nous donner tes principaux conseils après, ne vous laissez pas déstabiliser encore plus pour la suite. Au contraire, essayez de montrer que voilà, peut-être que la première partie c'était pas ce à quoi vous attendiez, mais que vous êtes prêt à tout donner pour la deuxième. Change l'état d'esprit. Moi j'avais sous-estimé le rôle que l'état d'esprit peut jouer pendant l'oral, et ça fait vraiment la différence. Du coup, pour conclure la vidéo, est-ce que tu peux juste nous dire, concernant cet oral, comment tu te préparais au mieux à la première partie et à la deuxième? Je pense que c'est des conseils très très classiques de Science Piste, mais c'est lire les nouvelles, les lire en anglais, si vous n'avez pas l'habitude de les lire en anglais en fait, parce que ça peut être peut-être déstabilisant de voir un article de journal que vous comprendriez parfaitement en français et vous butez sur des mots, vous allez perdre un temps fou. Donc prenez l'habitude de lire les nouvelles, les journaux anglophones. Moi je pense qu'il y a quand même un vrai travail à faire aussi sur l'articulation, sur l'élocution, sur la manière dont on parle. Avoir confiance à l'oral, ça joue énormément. Quand on n'a pas forcément les bonnes réponses, comme on disait, le fait d'avoir confiance en soi et de donner l'impression qu'on maîtrise, c'est important. Donc n'ayez pas honte de vous entraîner avec vos parents, avec des amis, s'entraîner à ce qu'on veut dire, préparer des éléments de langage en fait, pas préparer des réponses parce que ça sert à rien et vous les direz pas et ça vous stressera plus qu'autre chose. Mais voilà, je dirais que les deux éléments, c'est lire en anglais, se préparer à parler à l'oral en anglais parce que vous serez amené à le faire si vous n'êtes pas habitué, et parler tout court en fait, s'entraîner parce qu'on a tendance à sous-estimer un peu finalement le stress que ça peut être si c'est votre premier, peut-être un des premiers entretiens que vous passerez de votre vie, le stress que c'est d'avoir 3 personnes devant soi et d'être tout seul face à eux. Et de vouloir exprimer ce qu'on veut dire, on l'a parfois sous le bout de la langue et c'est vrai que c'est difficile de le sortir si on est un petit peu stressé. C'est vrai. Donc, voilà. Et je dirais même apprendre à parler et à débattre, parce que ça vous aide à l'oral comme à l'écrit, ça apprend à structurer votre pensée, à énoncer des arguments, à avoir avoir un peu cette capacité à rebondir et pas, même si c'est important de réfléchir, à pas rester peut-être plusieurs secondes, plusieurs minutes sans réponse. Et c'est quelque chose qui sera valorisé forcément. Mais si je peux donner un dernier conseil, n'ayez pas peur du silence. C'est-à-dire que si on vous pose une question, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps. Mieux vaut toujours laisser un petit silence. Ça montre que vous réfléchissez, ça montre que vous prenez en compte la question, que vous êtes peut-être face à une question difficile et que vous ne vous laissez pas déstabiliser. Ne pas vouloir meubler à tout prix par des bêtises, ils s'en rendront compte. N'ayez pas peur du silence. Je sais que ça a été difficile pour moi. Et rétrospectivement, je pense que c'est un conseil que je me donnerais, de prendre le temps de réfléchir aux questions qu'on vous pose, de réfléchir à ce qu'on attend de vous. Personne ne vous pénalisera jamais pour avoir pris le temps de répondre à une question. Je suis totalement d'accord. Écoute, merci beaucoup Laura d'être venue pour nous parler de cette procédure. Je mettrai les liens dans la barre de description de journaux qu'on vous conseille, qui analysent bien et qui font un peu déjà ce travail de synthèse et d'analyse de thèmes d'actualité importants. Et les inscriptions pour la procédure internationale sont toujours ouvertes, donc les inscriptions à Science Power sont toujours ouvertes aussi, pour être coaché par un mentor comme Laura qui est mentor Science Power et qui coach une élève pour entrer à Sciences Po. Vous pouvez aussi vous inscrire sur sciencepower.fr, je vous mets le lien juste ici et dans la barre de description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde, bonne chance!